Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Francisport, bienvenue pour cette deuxième journée de la Paris Games Week. Aujourd'hui, on va commencer une conférence sur les enjeux des modèles économiques des associations e-sportives. Donc on va parler de structuration amateur. Donc pour commencer, je ne vais pas être tout seul, je vais être accompagné de Alexandre Dubé, vice-président structuration amateur Francisport. Bonjour. Bonjour. Et Clément Duzard, représentant des clubs associatifs Francisport. Bonjour, effectivement. Écoute, Alexandre, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Et toi? Oui, nickel. J'ai cru comprendre que tu avais quelque chose à nous montrer au niveau d'une enquête. Oui, effectivement, sous la vice-présidence de la structuration amateur pour Francisport, on a travaillé en collaboration avec l'Union des associations e-sportives de France et Clément pour avoir un retour en fait sur des questions. On a des thématiques et des besoins en développement particulièrement. Celle-ci, elle se pose sur la partie économique qui est aujourd'hui un des 4 thèmes principaux des besoins des associations, qui est l'extension de l'enquête qu'on a pu faire découvrir l'année dernière tous les deux ensemble. Oui. Et on a un petit document qu'on va pouvoir présenter et soutenir pendant une 40aine de minutes avec toi. Ok, super. Donc, ça s'appelle le résultat de l'enquête économique du développement des associations e-sport en France, bien évidemment. L'UAEF, c'est une union des associations e-sportives françaises qui a été mise en place il y a 3 ans et demi pour réunir les acteurs et pouvoir échanger, se structurer, avoir des discussions autour des différentes thématiques, parce qu'on a des associations qui font de l'organisation e-sport, comme Clément aussi pourra bien en parler tout à l'heure, des associations qui encadrent des joueurs, des associations qui font de l'événementiel et de l'encadrement de joueurs, de l'accompagnement de public sur les territoires, en local, avec les collectivités, etc. Donc il y a plusieurs thématiques. L'idée c'était de présenter un petit peu ce que ça avait pu être fait au-delà de Francisport, que tout le monde connaît très très bien aujourd'hui et qui au global encadre vraiment l'e-sport dans les territoires ainsi que pour toute la France. Voilà. Ouais. Donc on a un contexte qu'on va mettre en lumière en fait, qui était dans la continuité de ce que je te disais tout à l'heure, l'enquête qu'on a pu présenter, et dont une des thématiques était comment on développe en fait les associations en les accompagnant de façon globale, et aussi sur la partie économique, puisqu'aujourd'hui on sait très bien qu'avec peu de moyens, c'est plus difficile en tout cas d'aller plus vite. Donc connaître quels étaient en tout cas les besoins et les solutions qu'on pouvait y apporter. Tu veux que j'ajoute quelque chose, Alexandre? Je pense que tu peux mettre un petit mot aussi sur la partie organisationnelle, parce que toi, je sais qu'avec ta structure, tu fais beaucoup de tournois, d'organisation, pour que justement les compétitions puissent briller sur les territoires, que les joueurs puissent avoir des choses à faire et qu'on puisse les mettre en avant et en valeur. Et je pense que c'est important aussi d'aborder ce sujet, quoi. Ouais, je te remercie de me donner la parole du coup sur le sujet. Donc effectivement, moi je représente une association qui s'appelle Together Versus, qui est membre de l'UAEF depuis cette année. Et du coup, c'est une association qui représente et qui valorise l'activité des petits organisateurs de tournois. Donc, on en a à peu près une quarantaine, presque une cinquantaine dans toute la France, et donc 25 qui soutiennent et qui adhèrent à Together Versus. Donc, le principe est simple, en fait, on est des associations qui aimons les jeux, au fait, on aime des jeux, principalement des jeux de combat. Et du coup, nous sommes des petits acteurs pour organiser ces événements. C'est pas très cher de les organiser, et surtout ça permet de dynamiser en fait. Cultiver tout simplement la scène locale, quoi. Les régions où il y a des joueurs, des initiés, par rapport notamment aux jeux de combat, mais même d'autres jeux. Et même d'autres jeux, voilà, effectivement. Et l'avantage de l'associatif et l'exception française en termes d'associatif, c'est qu'on a la chance de bénéficier d'un ensemble d'exonérations qui nous permet d'organiser quand même des compétitions dans un contexte non-profit, donc on ne cherche pas le profit, mais on est en capacité d'avoir du matériel, des locaux, afin de pouvoir créer de la compétition, même à petite échelle, et faire vivre l'e-sport dans toutes les régions de France. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de structures professionnelles, mais avant de passer du côté professionnel, il faut passer par la partie amateur, et c'est comme ça que d'ailleurs toutes les scènes professionnelles ont commencé, donc d'où l'intérêt de l'Union des associations sportives. Au-delà de l'Union, qui est juste une extension, je pense, du collège des clubs de Francisport. Je pense que ça a été compliqué de structurer depuis 8 ans tout ça pour Francisport. Aujourd'hui, on arrive à quelque chose d'assez pérenne, en tout cas dans la compréhension des besoins amateurs. Et Francisport, je pense,
au-delà de ma vice-présidence, a déjà mis beaucoup de choses en place sur ces thématiques-là. L'intérêt, c'était de se regrouper, comme je te dis, quand on voit en tout cas la nature, et je pense que c'est la bonne transition avec la slide qui est mise, quand on voit la typologie des publics, on se rend bien compte qu'une grande majorité des acteurs sont très très jeunes, ont moins de 3 ans d'existence, et c'est ce qu'on avait fait comme constat l'année dernière aussi, qu'il y a de moins en moins d'associations qui ont 10 ans et plus. Il y en a 3. Voilà, on a sondé 400 associations. C'est quand même énorme. Ça représente que un quart des associations existantes aujourd'hui en France, ce qui représente en plus 1% des associations sportives, c'est-à-dire ministère de référence aujourd'hui pour l'e-sport, qui est le ministère des Sports. Donc on est vraiment un grain de sable sur une plage de Copacabana, comme j'aime à le dire. Et l'objectif, c'est de effectivement pouvoir donner la possibilité au tout public, aux administrés, de pouvoir venir structurer leur développement. Donc je parle de joueurs, hein, bien évidemment, mais aux parents d'accompagner leurs enfants dans la parentalité numérique et la consommation de temps d'écran. Aujourd'hui, on n'est pas formé, en tout cas, avec le monde moderne dans lequel on évolue, pour pouvoir encadrer de façon pérenne, intelligente et pour un développement sain nos enfants. Et je pense que les associations, comme le dit Clément, par le biais des compétitions, mais aussi plus tard on le verra par le biais de la territorialisation et des clubs, l'encadrement, on peut faire de l'encadrement, il faut de la formation d'encadrants, il faut de l'acculturation de dirigeants, il faut une collaboration avec les institutions publiques et les collectivités territoriales en local, de façon à ce que ce soit des choses comprises des deux côtés, pour que l'intérêt en tout cas de le faire soit pour les administrés, les enfants, les consommateurs, les pratiquants. Okay. Voilà. Tu me parlais tout à l'heure de justement, forcément les associations, elles ont peu de moyens. Du coup, c'est difficile pour justement, pour avoir des aides. Et comment, en tant qu'association, vous parvenez à avoir des financements? Quelles sont les principales sources de financement justement? Alors la question effectivement elle est sur le financement. Je ne sais pas si je vais arriver à switcher la slide. Sinon, parlons de ce que tu as envie de parler. Après, non. On passera après, là, c'était un petit peu où on est éparse un peu partout en France. Donc, les plus grosses régions, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, et puis Nord et Sud, bien évidemment. Mais c'est un petit peu comme dans l'administratif en France. Hein. Il y a des territoires qui sont plus centrales et il y en a d'autres qui sont un peu plus dépeuplés, mais même en termes de population, donc d'attractivité et donc de possibilités. Une région comme l'Île-de-France, on voit bien les moyens qu'elle peut mettre en place pour déployer des choses. Si elle est acculturée et qu'elle le comprend, elle va accompagner de façon pérenne comme elle le fait déjà avec l'antenne régionale Île-de-France. Et puis dans des régions comme l'Est ou Grand Est par exemple, et je sais que ça touche certaines personnes, il y a moins de moyens parce que le territoire a moins de moyens en soi dans son mode de fonctionnement. Donc forcément, c'est un peu moins évident. On rappellera quand même que, comme on le disait, les associations font de l'événementiel. Mais elles font aussi de la création de contenu, elles font aussi du jeu vidéo, donc de l'accompagnement de joueurs via l'e-sport. Elles créent des clubs en local, même si c'est un tout petit pourcentage qui est à peine de 6% de l'ensemble des associations. Donc moi, en tant que joueur pro, avant, je suis passé par des associations. Mais c'est complètement je dirais que l'associatif est au milieu de l'e-sport aujourd'hui, même si personne ne s'en rend compte, parce qu'on va créer nos clubs. C'est assez facile de créer une association aujourd'hui avec la loi 1901. On va permettre à des joueurs, tout public, de rejoindre ces associations. Les associations vont mettre en lumière les joueurs parce qu'elles vont participer à des compétitions, elles vont se déplacer dans des compétitions. Donc c'est-à-dire qu'on va aller alimenter tout ce que les promoteurs peuvent mettre en place. On va jouer au jeu des éditeurs. Donc on va apporter aussi de la manne financière dans cet écosystème, puisqu'on est des consommateurs à la base. En tant que joueur, on va avoir sa console, son stuff, son jeu, etc. Je pense que Clément a quelque chose à dire aussi, ça peut être intéressant. Oui, carrément. En fait, pour compléter ce que tu dis, il y a énormément de sourcing du monde professionnel aujourd'hui autour de l'e-sport qui est fait par le monde amateur, que ce soit dans l'organisation d'événements de compétition amateur, et que ce soit également dans le cadre des clubs, puisque les clubs accompagnent des jeunes joueurs qui deviennent des très bons joueurs et qui rejoignent parfois à des âges même jeunes, très jeunes, des agences de recrutement comme Prodigy, etc., qui sont détectées, mais également des compétitions plus grandes accompagnées par des clubs plus grands qui peuvent leur permettre de voyager plus loin dans le monde, etc. Et forcément, pour être détecté, il faut faire des compétitions, il faut se rendre soit sur des lieux, soit faire des compétitions en ligne, mais c'est un excellent moyen de sourcing en tout cas. Ouais, on pourrait même ajouter que régulièrement, les joueurs qui sont découverts sur la scène amateur rejoignent souvent ou le monde semi-professionnel ou le monde professionnel, et que ça serait bien aussi d'encadrer ça. Donc petite dédicace au passage au club pro. Ouais, voilà. C'est souvent le chemin classique en vrai, notamment on parle beaucoup des joueurs, mais même dans l'encadrement, le joueur va juste
commencer par la partie amateur. C'est plus simple de voilà, lui c'est plus permettre d'être reconnu et de briller, en tout cas aux yeux du public, via tout ce qui est mis en place par le biais amateur, effectivement, donc le biais associatif. Donc encore une fois, on n'a pas parlé du dernier thème, mais l'accompagnement et les activités sociales et éducatives, justement sur les territoires. Comment identifier une association, comment accompagner une collectivité qui veut mettre en place l'organisation de compétition ou l'accompagnement des administrés. Parce que, encore une fois, comme je t'ai dit, les parents souvent sont un peu délaissés ou démunis sur la parentalité numérique et l'accompagnement justement aux consommations de temps d'écran, sans parler de jeux vidéo dans sa globalité. Et même, ils sont un peu dépassés parce que Complètement dépassés comment encadrer, enfin... Donc voilà. où c'est des parents comme moi qui ont 45 ans et qui ont grandi avec l'évolution du monde jeux vidéo, les consoles, les PC, etc. Et dans ce cas-là, ça fait partie de notre ADN et de notre culture. Et donc c'est plus simple en tout cas de savoir ce qui est bon ou ce qui est moins bon. Ou alors c'est des parents qui n'ont pas eu du tout cette lisibilité dans l'évolution de tout ce qui est numérique. Et ils sont démunis en tout cas en termes de solutions. Et dans les clubs, nous qu'on a, quand on a des questions, elles sont souvent autour de ces thématiques, avant le jeu vidéo en tout cas. Donc tu parlais de l'économie. Oui, c'est ça. Donc là, on va rentrer dans le dur. On va rentrer dans le dur, effectivement. Ouais, Donc je rappellerai quand même qu'avant de parler de financement ou de quoi que ce soit, la première, on va dire, notion économique d'une association est censée, et je dis bien censée, être l'adhésion de ses membres. Qui aujourd'hui, en tout cas dans le monde associatif, amateur, e-sportif, n'est pas une évidence pour tous les présidents. Je pense que c'est une erreur en tout cas de ne pas le faire. Voilà, donc je le dis face caméra, vous avez tous tort de ne pas faire payer même 1 euro vos adhérents. On s'inspire un peu du modèle sportif au final, même quand on va le modèle sportif, en fait, il est différent et on fait souvent l'erreur, et c'est bien que tu en parles, mais on fait souvent l'erreur parce qu'on entend e-sport, d'associer le jeu électronique, le sport électronique au sport, alors que nous n'avons aucune thématiques similaires, si ce n'est les compétitions, ou la structuration compétitive, ou de sélection ou de détection de joueurs qui pourraient être la même. Commencer sur les territoires, avoir de la détection, des centres de formation, avoir un écosystème amateur mais professionnel dans sa façon d'évoluer, et derrière des divisions subalternes et des divisions professionnelles. Voilà, des cursus classiques qu'il y a dans le sport aujourd'hui, qui ne sont pas en tout cas dans l'e-sport. Mais sinon, nos problématiques sont aux antipodes en tout cas de celles que sont le sport, et je le dis encore face caméra. Mais je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs c'est des échanges qu'on a souvent toi et moi sur le sujet, mais voilà, j'ajoute quelque chose. Déjà premièrement, c'est quand même important de pouvoir nous catégoriser pour les pouvoirs publics, donc c'est aussi ça l'intérêt pour eux de nous mettre et pour nous et par extension de nous mettre parfois dans des cases sportives. Il y a aussi, tu entends parler, l'organisation de compétition, mais aussi la préparation qui nécessite des entraînements aussi bien physiques que mentaux, qui se rapprochent du monde du sport. Mais en fait, j'ai envie de dire, et après, c'est tout. Voilà. C'est ça. Mais c'est quand même important de le souligner. Mais en dehors de ça, effectivement... C'est vrai que le terme sport, c'est juste pour le grand public, pour qu'ils puissent avoir une image. Mais c'est vrai que plus le temps avance, plus que l'e-sport et les jeux vidéo se développent, il y a de moins en moins de... C'est une histoire de sémantique, encore une fois. C'est e-sport, c'est electronic sport, donc sport électronique. Effectivement, c'est un mot ou un wording qu'on a apposé sur la pratique du jeu vidéo. Nous, on considère en tout cas dans l'écosystème que e-sport, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo. Donc comment on appellerait la pratique amateur ou casual, je pense que la pratique vidéoludique s'adapterait beaucoup mieux. En tout cas, ça serait compris différemment. Et si on change d'un degré le paradigme, des fois on n'arrive pas du tout à la même destination 10 000 km plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut bien scinder en tout cas la partie e-sportive, donc compétitive, de la partie pratique générale. On pourrait même dire que certaines associations reçoivent du public casual. Nous, en tout cas, on a des enfants de 7 à 17 ans et leur volonté, c'est pas forcément d'être joueur pro. Non, justement. Mais même dans l'amateur, il faut pas... Surtout dans l'amateur. Surtout dans l'amateur, il faut bien distinguer la pratique compétitive de la pratique amateur récréative. Parce qu'on est vraiment dans deux choses très différentes. Je pense que le vidéoludique s'approprie bien, en tout cas, à la pratique récréative. Moi, j'entends parfois, de la part de certains politiques qui s'intéressent à l'e-sport, que j'apprécie et je les remercie de s'y intéresser, la volonté de rapprocher l'e-sport amateur et bas niveau à la pratique, des lieux de pratique, mais plus se rapprocher des thématiques de centres aérés, etc. Je suis d'accord, parfois ça peut avoir un lien et du coup, c'est des opportunités aussi pour nos associations. Néanmoins, il ne faut pas réduire la pratique amateur à uniquement de la pratique. On a également
dans nos pratiques amateurs, des amateurs qui sont des vrais professionnels, mais qui sont amateurs de fait à cause peut-être du manque de représentation, hein, ou de lumière de la pratique qu'ils exercent, mais également tout simplement en fait, ils ont un cheminement de niveau qu'ils veulent atteindre, ils ne l'ont pas encore, mais ça ne les empêche pas de s'entraîner comme des vrais professionnels. C'est ça. Okay. Donc on va revenir sur la partie financière. Hein. Adhérer. Déjà, soyez membre payant, même si c'est 1 euro, comme j'ai dit, et au niveau des assurances, au niveau de la légalité, de la fiscalité, etc. Déjà, vous n'êtes pas dans les lignes. Voilà, c'est pas. Pour moi, c'est le plus important de commencer par ça. Ça prouve déjà qu'il y a une appartenance à quelque chose et que derrière, on peut appuyer des chiffres officiels avec des adhésions. Tous les gens qui ne sont pas adhérents, c'est un peu des fantômes dans l'écosystème, même s'ils sont présents, qu'ils ont un maillot, etc., et qu'ils portent le titre. Derrière, sur du vrai chiffrage, sur un sourcing de data, ce sont des personnes qui sont inexistantes. Donc pour revenir à la partie économique, on a demandé aux associations si elles avaient reçu des financements. On a un gros 50-50, voire un 60-40 de non, oui. Ce qui veut bien dire en tout cas qu'aujourd'hui il y a un problème de compréhension et d'explication des besoins et de la façon d'obtenir en tout cas ces accompagnements économiques. Même non connaissance de qui démarcher, comment démarcher. C'est exactement le sujet. Je pense que c'est de l'acculturation au global et c'est ce que je disais quand on a reçu le ministre ou bien même les députés, donc comme on disait les institutions qui peuvent échanger avec nous. Aujourd'hui je pense que c'est l'accompagnement global parce qu'il y a des choses qui existent et on va le voir au déroulé des slides. Il y a beaucoup de choses qui existent. Dont les subventions par exemple, et on se rend compte qu'il y a un 50-50 de oui, non, on connaît, et ensuite un 80-20 de on n'en a pas touché, on en a touché. Donc ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui, déjà il faut expliquer aux gens qu'ils ont le droit à ces choses-là, que c'est un droit, donc ils peuvent en faire les demandes, mais que ça passe par de l'encadrement et de la structuration aussi. Il faut être carré dans son administration. Oui, il suffit pas juste de dire eh oh, je peux avoir un financement. Non, voilà. C'est vraiment, il faut une démarche, il faut montrer qu'il y a un projet derrière, qu'il y a... Exactement. Déjà qu'il y a de la structuration, qu'il y a une vraie viabilité, que derrière les choses sont faites de la façon déontologique, en tout cas qu'elles sont demandées d'être faites quand on est des associations 1901. Mais je pense que comme dans tout, dans la vie en général, en fait, quand on ne sait pas, on fait mal ou on ne fait pas. L'idée aujourd'hui, c'est de rappeler aux gens quels sont leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Et ces devoirs-là font que derrière, ils peuvent avoir accès à ce genre de demande. Et toi, Enki, tu connais aussi bien que moi l'écosystème associatif dans notre milieu. Est-ce que tu en connais 5 qui savent qu'elles ont le droit à une enveloppe régionale Même 5, c'est beaucoup. Hein. Voilà. Je pense qu'aucune de nos associations, quasiment, ne sait qu'elles ont le droit, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de répondre à un certain nombre de critères, mais même si leurs besoins ou même si leur proposition ne correspond pas à une attente de la région, de fait d'être une association et de fait d'avoir une activité régulière depuis plusieurs années, elles ont le droit à une subvention. Et ça, je pense que très peu de nos associations le savent. Voilà, donc ça va répondre. Il est nécessaire d'avoir un guichet unique. Je pense que c'est une centralisation d'informations et ça doit être quelque chose dont les pouvoirs publics se saisissent rapidement parce qu'ils ont plein de possibilités, mais il y a aussi plein de bonnes pratiques qui ne sont pas mises en lumière. Et comme j'ai dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc quand les choses sont bien faites, pourquoi pas les expliquer et les mettre à disposition du grand public de façon à ce que plus de monde puisse comprendre et faciliter en tout cas le développement pérenne du tissu amateur. En tout cas, c'est l'objectif. C'est peut-être le manque d'un lieu qui réunirait toutes les informations. C'est-à-dire que quand on crée une association, on va et en fait, généralement, ils ne savent pas. Et aussi, il faut aussi aller chercher un peu plus loin, mais il faut quand même aider à l'accessibilité des informations. Je pense que Francisport a vocation, en tout cas, à être cet outil au-delà de ce qu'il est en termes de personne morale, mais il a lieu d'être cet outil d'acculturation parce qu'il a un site qui est déjà très bien fait, qui est agrémenté de beaucoup d'informations, mais je pense qu'il manque cette lisibilité en tout cas de la part du tissu et je pense que ça va aussi pour les promoteurs, pour les joueurs pro, etc. On ne parle pas qu'à d'assaut, là c'est la thématique, mais je pense que ça va pour tout le monde et de dire voilà, nous on a certaines informations qui viennent de gauche, droite, nord, sud, est, ouest, peu importe qui les a, mais on les relaie parce qu'aujourd'hui c'est vraiment des outils qui vont vous permettre de comprendre comment faire et vous accompagner dans votre développement. Et derrière, avoir des membres comme nous qui sont élus par les membres de l'association pour guider, accompagner, expliquer, acculturer et pouvoir répondre aux questions des gens. J'ajouterais qu'en fait, l'objectif du guichet unique, c'est, pour paraphraser un peu ce que tu dis, mais pour le préciser,
c'est de dire, voilà, vous vous faites connaître en tant qu'association e-sport, vous êtes intéressé à l'accompagnement de personnes, l'organisation d'événements ou tout autre qu'on a vu plus tôt dans les slides que tu nous as présentés. Rapprochez-vous de nous, on vous donne un package, un ensemble de choses qui va vous permettre de savoir à quoi vous avez le droit, comment bien gérer votre association et surtout quels sont les écueils à ne pas faire. Et là, en fait, on commence en fait sa vie associative avec un ensemble d'éléments qui nous guident finalement dans la réussite en fait, de ce qu'on entreprend. Et ça, c'est super important, surtout qu'on sait qu'il n'y a pas de test à la création d'une association. N'importe quelle personne peut ouvrir un compte association avec une simple déclaration en préfecture. Et donc, c'est important à la création, et même un peu plus tard, de pouvoir fournir un ensemble de documents, d'accompagnement et de conseils pour pouvoir accompagner toutes ces personnes. Ouais, deuxième, une autre partie en tout cas des revenus alternatifs que pourraient avoir les associations qui est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme Clément, il y a des gens qui créent de la compétition. Comme nous, il y a des gens qui font des choses sur les territoires en local aussi pour accompagner les collectivités. Donc ça, la contrepartie de ça, c'est effectivement des financements. C'est pas à la hauteur de centaines de milliers d'euros, voire même de dizaines de milliers d'euros. Mais comme je dis, souvent, c'est avec des actions portées sur ces territoires qu'on peut se faire connaître déjà en montrant nos compétences, parce qu'on a autant de compétences que je pense des promoteurs. On est des gens qui avons en tout cas la passion au-delà de la compétence, et cette compétence dans tous les cas il faut qu'elle s'acquiert même si elle n'est pas innée. La plupart du temps c'est le cas parce que c'est des gens qui ont la volonté d'y aller, comme ce que pourrait faire Together versus dans le versus fighting, mais aussi c'est des gens qui ont envie de donner, de partager. Quand on est passionné, je pense comme toi en tant que joueur, si demain tu as un jeune qui vient te voir et qui te dit Anki, c'est comment, c'est ceci, c'est machin, tu sauras avec bienveillance l'encadrer, lui donner des bons conseils. Parce que moi, j'aurais aimé justement avoir ces informations quelques années avant. C'est là où je voulais t'emmener. Voilà, c'est ça. Donc, encadrer les plus jeunes qui nous, il y a quelques années, n'avons pas eu cette chance en fait. Mais même pour nous, associations qui avons une dizaine d'années, c'est la même chose. Je veux dire, on a essuyé tous les plâtres et on a dû débroussailler au coupe-coupe la jungle amazonienne, littéralement, pour qu'aujourd'hui, il y ait une autoroute bien lisse qui fait que les gens qui arrivent, c'est pour ça qu'on voit que le nombre d'associations qui sont jeunes, elles sont de plus en plus nombreuses, déjà par la volonté et l'engouement qu'il peut y avoir autour de l'e-sport amateur, mais aussi parce que c'est beaucoup plus simple de comprendre ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Et l'objectif aujourd'hui, c'est qu'une fois que tu l'as fait, comme disait Clément, comment tu as un espèce de tronc commun, de package qui fait qu'aujourd'hui, quand tu veux monter une organisation ou une compétition, tu as des documents, tu as des guidelines éditeurs, et on travaille avec le CEL et les éditeurs, et je les remercie pour ça, pour pouvoir avoir des informations synthétiques, mais de quelle est la limite du cash prize, est-ce que tu as le droit de faire payer tes entrées, comment encadrer, quelles sont les thématiques que tu peux ou non aborder dans tes tournois, de quelle façon tu peux mettre ou pas leur nom en avant, parce qu'il y a aussi des propriétés intellectuelles. Donc les associations se mettent presque en danger, ça peut aller presque au pénal si ça allait trop loin. Et pourtant elles le font quand même. Donc c'est-à-dire, pourquoi les laisser mettre le pied dans un piège là où on a de l'information pour leur éviter ces pièges? C'est vrai que ça pourrait, maintenant que tu le dis, ça pourrait être intéressant qu'on fasse un book de guidelines en partenariat avec le CEL pour justement fournir à toutes les associations toutes les règles en fait qui encadrent les compétitions qu'elles veulent organiser. Alors il y a le guide de l'utilisateur des compétitions qui a été mis en place par Francis Sport, effectivement avec Benjamin Niang du CEL, je le cite. On est en train de travailler à comment remettre ce guide en place avec les éditeurs et pour tous les organisateurs de compétitions, amateurs ou pas. Après au niveau professionnel, de toute façon c'est des discussions en direct avec les éditeurs, donc ça n'a pas lieu d'être. Mais pour tout ce qui est en dessous, en tout cas, dans tous les cas, je pense qu'il faut ce document et on est en train de travailler dessus, quoi qu'il en soit. C'est formidable d'avoir justement cette volonté de primeur de l'information. Oui, c'est hyper important. Mais donc du coup, tu parles d'entrepreneuriat. Voilà, donc et comment du coup les associations peuvent nouer un lien avec Je pense que voilà, la compétition, Clément, du coup, oui. Qu'est-ce que tu conseillerais aux associations de faire pour du coup nouer plus peut-être un partenariat, un lien avec les entreprises, avec les institutions publiques pour les aider dans leur modèle économique tout simplement? Alors effectivement, on parlait de moyens de financement au début de l'échange qu'on a ensemble concernant les associations. Et les associations en fait développent de vrais savoir-faire et des savoir-faire qui sont uniques dans un domaine qui nous appartient, qui est l'e-sport. Et les associations parfois sous-estiment leur capacité et la valeur de leur savoir-faire. Et en l'occurrence, moi encore une fois, je pense que cette étude qui est menée par l'UAEF, et je remercie encore Mwaka de l'avoir mise en avant,
peut en fait nous permettre de mettre en avant la nécessité d'avoir un point de rencontre, un point de renseignement pour ces associations, pour qu'elles prennent conscience de leur qualité et qu'elles apprennent à savoir comment les vendre. Et l'intérêt de savoir comment les vendre, ça va être le bénéfice à 100% pour leurs adhérents. Puisqu'en fait, une association, c'est quoi au final sa mission? C'est de pouvoir répondre à son leitmotiv de la meilleure manière qu'elle soit. Et quelle meilleure manière on a de pouvoir répondre aux besoins d'une association et des membres qu'en accumulant des fonds pour pouvoir y répondre. Parce qu'au niveau des compétences, on les a. La question, c'est de prendre confiance et comment justement satisfaire les adhérents. Voilà, il y a deux sujets. C'est déjà prendre conscience de la compétence et prendre conscience de la possibilité de l'exercer dans un contexte différent. Et encore une fois, je pense que c'est la mise en avant des bonnes pratiques chez les autres. Ce que fait Clément, ce que je fais moi ou plein d'autres encore qu'on ne citera pas, dans le sens où tiens, ils font ça. De cette façon, nous aussi on pourrait le faire parce qu'on a la capacité, on a l'envie, on a la volonté, et puis apprendre, se tromper. Je pense que c'est beaucoup trop peu valorisé, en tout cas en Europe aujourd'hui, dans notre société, dans nos mentalités, là où dans d'autres pays, c'est plutôt la culture de l'échec qui va servir de réflexion, d'apprentissage, de connaissance, etc. J'en parlais, je ne sais plus avec qui, je crois que c'était avec toi ou avec Romain Cazot aussi, qui est quelqu'un qui est d'été de la région Orail, qui fait bien les choses dans ce sens d'organisation, qui me disait en France, tu lèves des fonds, c'est 100 000 euros. Tu vas en Europe ou aux États-Unis, c'est 1 million, 2 millions, 10 millions. Donc, en fait, il y a cette prise de risque aujourd'hui que les gens n'osent pas faire, mais encore une fois, parce qu'on ne leur valorise pas leurs compétences, ou ils ne savent pas que les compétences qu'ils ont acquises par le fait de faire des choses, même sous le seuil du radar, c'est quelque chose qu'ils peuvent mettre plus en avant et qui peuvent aller auprès des professionnels, des collectivités, pour aller même chercher 1 000 euros. Comme j'ai dit, avec 1 000 euros, tu achètes 3 stuffs, 4 consoles, de façon à pouvoir faire un petit événement, mais ça rentre dans tes IMO, et derrière, avec les 1 000 euros que tu rentres, tu peux faire d'autres choses, etc. C'est une espèce de cercle vertueux. Voilà. En fait, les associations ne se rendent pas compte à quel point leurs compétences sont uniques dans le domaine de l'e-sport et que ces compétences de l'e-sport, peu de personnes les ont au final, dans les gens qui font des propositions aux entreprises, mais aussi aux collectivités en termes d'événementiel, même d'encadrement, etc. C'est vraiment des choses qui sont vraiment développées. Ouais, non mais c'est l'idée du guichet unique, de ces slides qui, au-delà d'être juste des restitutions, serviront derrière pour le travail de l'année suivante, pour apporter des réponses ou au moins des éléments de réponse à aller présenter aux institutions publiques, mais aussi à Francisport et à n'importe quel autre organisme qui souhaiterait en tout cas s'acculturer à ses besoins et ses difficultés pour un développement global, encore une fois. Là, on s'est arrêté sur la partie économique, on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de financement dans leur simplicité, on a parlé de subventions. Moi, j'arrive aux banques et au financement qui, je pense, aussi font partie, en tout cas, de ces alternatives existantes. Et le oui-non, de toute façon, parle de lui-même. Plus de 75% en tout cas ne savent pas ou n'ont jamais été tapés à la porte d'une banque parce que on sait très bien que le CIC, le Crédit Agricole, la Société Générale, la Banque Postale, j'en oublie très certainement, le font aujourd'hui sur le monde professionnel, accompagnent aussi des événements, des équipes professionnelles. Je le sais très bien avec Société Générale, avec Team Géo. Voilà, elles le font déjà. Pourquoi aujourd'hui vous ne proposez pas des accompagnements aux structures amateurs? Même comme je dis, un prêt d'honneur de 1 000 euros remboursable sur 12 ou 24 mois qui permettrait d'acheter, comme je te dis, un minimum de stuff, mais qui permettrait de rentrer dans cette espèce de cercle vertueux, etc. Voilà, c'est des choses vers lesquelles nous on va tendre l'année prochaine. Donc les banques, vous allez nous voir arriver à vos portes, en tout cas très rapidement. Les assurances aussi, parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, tu ne peux pas demander des financements si tu ne peux pas garantir le sérieux et l'honorabilité, en tout cas ton professionnalisme dans l'e-sport. Mais en tout cas, sachez que oui, service bancaire, on viendra vous solliciter sur ces thématiques. Et je pense qu'il y a des vrais partenariats. Pour certaines banques, c'est même vital aujourd'hui de rajeunir ces sociétaires. Et ouais, je mets les pieds dans le plat, je suis désolé. Mais si vous voulez avoir des jeunes, nous, pratiquants e-sport, on est souvent une catégorie de moins de 30 ans, en tout cas dans les pratiquants. Enki, tu ne pourras pas dire le contraire, et toi tu fais partie des vieux aujourd'hui dans les joueurs pros, mais on est souvent des jeunes de moins de 30 ans et on a besoin de services bancaires, on a besoin d'accompagnement. Encore une fois, on ne demande pas la lune, des prêts d'honneur de 1 000 euros, ça suffirait, c'est pas le lieu pour en parler, mais voilà, on voulait toucher cette coloration. Tu vois, même moi, au niveau du côté amateur, je ne savais pas qu'au niveau des banques, on pouvait démarcher. Je pense qu'il faut le faire en fait. 2 000 euros pour une asso, ça change tout. Ouais, non, mais ça change tout. Ça change énormément. Il y a beaucoup d'assos qui ont 1 000 euros, voire moins, de CA annuel. Ouais.
Celles qui travaillent, forcément, c'est différent. Mais je pense que si on avait posé la question de savoir quel était le CA, et je pense que c'était beaucoup trop privé comme demande pour le faire, vous seriez bien étonné. Mais on va le faire juste pour le plaisir de pouvoir apporter en tout cas cette visibilité, cette lisibilité. On parle de mécénat parce que c'est aussi une façon d'avoir des sous. Et le premier mécénat, c'est l'adhésion de base. Donc je pense que c'est vachement important. Tu réponds à la question que je voulais avoir, c'est quelles sont les stratégies pour les associations de... Non, je réponds à un élément de réponse élément, est effectivement l'adhésion qui est un sort de mécénat parce qu'à partir du moment où tu payes une association, tu en deviens en tout cas un mécène puisque c'est un fonds économique qui n'a pas de fiscalité et qui fait que derrière, en fait, tu donnes des sous ou tu donnes de l'énergie à ta structure par le biais de ton don, en fait. Et je pense que dans le sport, et là, on pourrait dire que c'est une thématique commune qu'on a, l'adhésion, mais qui est fédérale, donc c'est-à-dire qu'il y a un encadrement structurel, institutionnel, permet d'avoir une licence, donc l'honorabilité des gens qui encadrent les clubs, une structure de compétition, d'accompagnement, de formation, de détection, etc., des assurances, plein de choses qui font que derrière, tu sais pourquoi tu vas donner 200 € à un club pour jouer. En plus, tu vas acheter ton matériel derrière parce que tu as besoin d'équipement, la plupart du temps quand tu pratiques le sport. Aujourd'hui, en e-sport, on a déjà notre stuff à la maison, déjà tout, en fait. etc. Donc on n'a pas ce besoin. Donc c'est là où je te dis que on a certaines connexions, mais on en a plein d'autres qui ne sont pas les mêmes que dans le sport. Mais que, par exemple, derrière, pour justifier de subventions, on te demande ton nombre d'adhésions, mais on te demande ton nombre d'adhésions payantes, pas les gens comme ça à la louche que tu pourras avoir dans ta structure. On te demande aussi d'avoir des assurances quand tu crées des compétitions. Combien de membres vous voulez encadrer? Quel est votre matériel? Quels sont le nombre de publics que vous allez recevoir, etc. Et tout ça, ça ne passe que par des statistiques ou de la data réelle. Pas créé, on n'est pas dans un business plan en fait. Tu vois, non, mais c'est pas un business plan. Tu vois, on peut imaginer, projeter des chiffres dans un business plan, mais dans la réalité des choses, en rendu, en KPI, en ROI, c'est de la data qu'on peut vérifier en fait. Et le mécénat, avant d'aller sourcer des structures professionnelles en local, qui seraient les commerçants de ta ville, qui seraient les institutions, qui seraient même des plus grosses structures qui auraient ces thématiques numériques, comme je dis, vidéoludiques, qui pourraient avoir des connexions même d'accompagnement professionnel. On pourrait même dire de team building dans les structures, dans les entreprises. On peut parler déjà de l'adhésion. Là, j'ai rien d'autre de plus à dire que tout ce que tu as dit, mon cher Alex. Honnêtement, c'est parfait. S'il y a une chose que je peux rajouter peut-être, c'est que contrairement à ce qu'on pense, il y a des mécènes qui sont intéressés par l'e-sport. Mais quand on parle de mécènes, on parle de personnes qui ont des ressources importantes. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire grandir un peu son association pour la mettre en lumière. Il y a nécessité du tremplin initial. Mais souvent, il y a des gens qui se rendent pas compte. Je pense que tu avais la bonne transition pour la slide suivante, qui était la prestation de service, même si on l'a abordé tout à l'heure un petit peu. Et là, c'était plus de dire, c'est le 50-50, et c'est ce que disait Clément. Les gens ne sont pas conscients, en tout cas, de leurs compétences et ne se rendent pas compte que ce qu'ils ont, ça a bien plus de valeur que ce qu'ils peuvent en penser. Donc, il ne faut pas déjà hésiter à aller le mettre en avant et le proposer. Donc, il faut que ce soit structuré, bien évidemment, mais en disant, voilà, nous, on est capable de faire ci, de faire mi, de faire là, de cette façon-là. On a besoin d'accompagnement sur les salles, les lieux. On pourrait même dire qu'aujourd'hui, la loi de l'associatif, loi 1901, permet aujourd'hui aux mairies d'avoir un local selon la disponibilité à disposition pour une association pour aller 300-500 € par an, ce qui permettrait vraiment aux associations en tout cas d'avoir un lieu, un tiers-lieu de rencontre, comme disait Clément, où on pourrait venir acculturer les parents, les enfants, les joueurs, les institutionnels, les collectivités et n'importe qui aurait envie en tout cas d'avoir des réponses. Et ce serait, comme je dis, un grand 4x3 comme un panneau d'affiche sur l'autoroute qui te dirait prochaine sortie e-sport, c'est à droite. Tu vois. Et aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire qu'on ait ce tiers-lieu par un guichet unique, par de l'acculturation, par le site de Francisport ou même un truc coporté par les institutions et Francisport pour que justement les gens se disent c'est là que je peux trouver l'information. On a déjà une cartographie qui recense les acteurs aujourd'hui sur les territoires, donc les villes, les collectivités ou n'importe quel joueur ou famille pourrait dire tiens, il y a une association qui est juste à côté de chez moi, tiens, il y a une adresse mail, je pourrais les contacter et même les rencontrer. S'il y a un lieu en physique, c'est encore plus simple parce que c'est toujours plus sympa d'avoir un nom un visage sur un nom. Et d'avoir quelqu'un en face en termes d'humain, au-delà de l'argent, l'écosystème, la visibilité et puis toute la hype que les gens mettent autour. Nous, on veut mettre l'humain au cœur du débat et avoir des gens, c'est important, quoi. L'importance du physique, en fait, est grandement, encore une fois, sous-estimée par nos jeunes qui créent des associations.
En fait, on en rencontre toutes les semaines dans nos tournois. En tout cas, moi, je parle pour ma paroisse, des parents qui accompagnent leurs enfants dans des événements et puis qui découvrent complètement un univers et puis qui se disent ah mais en fait les gens sont bienveillants, il y a des encadrants, on sent que notre fils ici il est en sécurité, si jamais on l'embête va y avoir quelque chose de fait, et ça même à l'école ils ont pas souvent ce niveau de protection, ce niveau d'accompagnement, et ils sont contents en fait de le voir aussi dans nos associations. Donc vraiment là-dessus les associations elles doivent prendre conscience de leur utilité, mais aussi elles doivent prendre conscience de l'intérêt d'organiser de temps en temps d'utiliser des lieux de rencontre, et effectivement le contact de la mairie est primordial dans ce cas-là. C'est une base. Pour la suite, j'ai voulu en tout cas moi sourcer le tissu amateur associatif en posant des questions qui me concernaient personnellement, qui étaient est-ce que vous pensez que, sans la regarder, que les associations aujourd'hui seraient à même de gérer des très gros budgets, en tout cas pour l'encadrement de joueurs professionnels ou de structuration professionnelle des associations. Donc il y a eu un 80-20 parce que je pense qu'aujourd'hui la volonté en tout cas c'est d'obtenir ces financements et de pouvoir faire des plus grosses choses, mais on se rend bien compte quand même qu'il y a 20% de personnes lucides, et là je le dis encore face caméra, qui savent que les associations ne sont pas faites pour ça. Donc je pense qu'il y a aussi une hypocrisie du secteur de se cacher derrière le modèle loi 1901, et là on parlerait de structuration légale, et là c'est un petit appel aux institutions, mais ça fait partie aussi du travail qui est porté déjà et qui continuera d'être mené, de est-ce que la loi 1901 s'adapte en tout cas aux associations pour leur développement, dans le sens en tout cas où on veut aujourd'hui que le monde amateur se développe. Je suis complètement d'accord avec toi. Si on veut que notre monde associatif reste sain et crédible, il ne faut pas que celui-ci prenne en fait un rôle qui n'est pas le sien. Et à partir du moment où tu as des joueurs qui demandent des salaires élevés et que tu gères en fait un fonds de roulement qui commence à être important, il est important aussi bien pour ta santé financière, mais aussi pour ta crédibilité vis-à-vis de tes créanciers et des partenaires, de devenir une entreprise. Chacun doit rester dans son rôle, et c'est important. Même si effectivement nous on est là pour développer les associations, quelle plus belle histoire pour une association que de devenir une structure qui permet à certains membres de devenir salariés. Je pense que c'est le rêve. Ouais, c'est le rêve, et après c'est un cheminement logique comme on le disait justement. Voilà, et je pense qu'il faut que ces étapes-là elles existent. C'est comme pour le joueur, je veux dire, tu joues chez toi, tout d'un coup tu te découvres une passion, tu vois à gauche à droite qu'il y a des compétitions, on a la scène, il y a les Worlds sur LoL, pour prendre cet exemple qui est super criant à date, tu vois, et tu joues chez toi en tant que joueur, derrière tu rejoindrais hypothétiquement une structure amateur, parce que tu dis c'est le premier pas professionnel ou au moins compétitif que tu peux avoir pour participer à des compétitions, au-delà de la bande de potes qui va très certainement disbande au bout de 2-3 compétitions où tu n'auras pas de résultat. Là tu es encadré, comme tu dis, tu auras un coach, tu auras du staff, tu as des analystes éventuellement pour les meilleures associations, et à un moment X où tu percerais, tu dépasserais un certain niveau de compétence parce que tu as éclaté tout le monde, et disons-le avec les mots que les jeunes peuvent comprendre, tu as battu tout le monde sur la scène, et que où on veut prendre tes joueurs, où tu es capable de les garder parce que tu as des financeurs qui te disent aujourd'hui ton équipe, moi j'ai envie de miser sur elle parce qu'elle vaut la peine. Quand tu rentres dans des ligues professionnelles, aujourd'hui on t'oblige à payer tes joueurs, à ce qu'ils soient sous contrat pour que tu sois pérenne dans la compétition, que ton équipe ne disbande pas justement, et que tu aies ces encadrements en termes d'analytique, d'accompagnement, de bootcamp, de coach, etc., pour que tu puisses performer le plus possible, et que tu puisses faire décoller ta carrière, parce qu'un club, une structure comme dans le sport, et là on peut associer ça, il va recruter un joueur sur un temps donné d'un contrat, et puis le joueur il va continuer sa carrière après, peut-être qu'il y restera toute sa vie, comme dans le travail. Nos parents ont été carriéristes et ils ont fait 40 ans dans la même boîte. L'administratif, souvent c'est la même chose, mais aujourd'hui on a cette flexibilité, en tout cas dans la compréhension de ce qui est possible de faire, et aujourd'hui tu es chez Vita, demain tu es chez Carmine, après-demain tu es chez Gamers Origin, après tu es chez GameWard, etc. Et c'est l'évolution que tu peux avoir, et puis la carrière d'un joueur pro étant très courte, 4-5 ans en général, en général tu vas faire 2, 3, 4 structures, et puis merci, au revoir. Une saison c'est 2 splits annuels, plus plein de petites compétitions, et puis l'année d'après elle commence. Donc, après c'est un autre enjeu. Toi, tu pourrais en parler, mais je pense que c'est pas le sujet. Des joueurs professionnels qu'on va pas aborder. C'était plus les étapes de structuration, en tout cas d'encadrement amateur, qui font que tu vas commencer par une structure simple et humaine, en tout cas humble, amatrice, parce que c'est comme ça, mais encore une fois, est-ce qu'elle est adaptée? Et on voit bien que les réponses c'est on veut faire autrement, mais
pour nous, en tout cas, ce n'est pas ce qu'il faut. Donc, est-ce qu'il y aurait autre chose à mettre en place au niveau légal par les institutions? Je pense que oui. On est prêt à travailler dessus et vous le savez très bien. Donc, petite dédicace en direct. Et puis, ma deuxième question, c'était est-ce que le positionnement amateur sur le développement territorial voilà, et l'accompagnement était viable? C'est une question, en tout cas, qui a été remise dans l'enquête au ministre et aux députés Denis Masseglia et Gilles Averroux. Voilà, c'est 98% de l'écosystème pensent que c'est un outil, en tout cas, qui va faire que le développement des associations sera plus pérenne si on le met en place. Et 94%, voire 98% n'arrivent pas à le mettre en place. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que, encore une fois, dans l'accompagnement, dans l'explication, dans la mise en place d'un guichet unique avec les informations, dans l'écoute même des besoins, il y a voilà, beaucoup de choses à mettre en place. C'est quelque chose qui fait sens aussi bien au niveau des institutions que de Francis Sport, que de nous-mêmes, gérants de grosses structures voilà, amateurs, qui est logique. Donc je pense qu'il faut juste se poser, mettre quelque chose en place, et même si c'est une pierre, ce sera la première pierre à un grand édifice, en tout cas, de besoins et de nécessités. Voilà. Je pense que c'est les thématiques qu'on a abordées, les projets et les événements locaux, comme ce que fait Clément. Mais c'était surtout pour dire qu'il y a 75% des associations aujourd'hui en France qui font des choses sur leur territoire, mais la lisibilité ou la visibilité en tout cas de ces informations pour le relais des bonnes pratiques, la mise en avant de qu'est-ce qui est bien et pourquoi je ne le ferai pas aussi, il n'est pas fait parce qu'on ne le sait pas. Ouais, même c'est aussi très utile au niveau des transferts de savoir entre les associations. C'est exactement comment ça. tu rends une association durable sur le long terme? C'est avec le transfert de savoir. Tout à fait. Et du coup, effectivement, là-dessus, on peut compter sur les antennes Francis Sport, qui sont un premier point d'échange entre les associations. Mais voilà, je voulais rebondir aussi sur une chose. On n'est pas obligé d'être une asso d'événementiel pour faire des événements. Ouais. Les clubs peuvent aussi prendre en charge cette fonction de manière régulière ou moins régulière ou en partenariat. Mais voilà, toutes les associations sont en mesure de mener des projets et des événements, et c'est en le faisant qu'elles vont développer leur notoriété. Donc c'est important pour chaque association de prendre conscience de leur capacité en la matière. Voilà, je pense qu'on fait un gros appel aux associations, au tissu amateur associatif français. N'hésitez pas à relayer ça vers nous, moi, Clément, Francis Sport, les régions, les antennes régionales qui sont de plus en plus nombreuses. Il y a de moins en moins de régions, en tout cas, qui ne sont pas couvertes, où il n'y a pas déjà une volonté de travailler avec les élus ou les collectivités territoriales ou les collectivités locales, même pour pouvoir accompagner en tout cas ces demandes. Et ensuite, le relais ne passera que par le fait que nous, on est au courant en fait que vous faites ces événements-là. Donc n'hésitez pas à nous les présenter, quels qu'ils soient. On en accompagne déjà beaucoup, mais je pense qu'il y a encore un besoin avec ce guichet unique de mettre en avant les bonnes pratiques, ce qui est fait, pour montrer et démontrer à tout le monde déjà qu'il y a ce professionnalisme, qu'il y a ces compétences et qu'on peut encore plus les valoriser tous les jours sur le territoire. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. On est prêt à vous faire de la lumière. Donc c'est ce qu'on disait, contactez-nous. Il y a l'Union des associations e-sportives françaises, mais aussi Francis Sport. Je pense qu'il n'y a pas que nous. C'est sûr, nous, on est adapté à ça. Il y a un QR code et il sera partagé pour retrouver l'enquête en ligne, ainsi que la restitution de l'extrait qui a été faite auprès du ministre et de l'Assemblée nationale, ainsi que de toutes les collectivités qui le veulent. Donc vous avez le site de Francis Sport, vous tapez Francis Sport sur internet, voilà, vous trouvez. L'UAEF c'est pareil, vous nous trouvez. Together Versus c'est pareil, vous pouvez les trouver. Il est sur la région Aura. Nous on est en Ile-de-France, mais on a plein d'acteurs en tout cas qui sont impliqués et qui sont là depuis des années, qui accompagnent voilà, le tissu amateur, qui défendent les causes. On n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit et tout ce qui est fait. Sachez qu'en tout cas on est impliqué, implicable, et que je pense que les gens savent à quel point on est capable de mettre les pieds dans le plat, comme vous avez pu le voir en tout cas aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir nous solliciter. On est là pour défendre les causes et on ne dira pas oui à tout. Pour un beau mot de la fin, Alexandre. Effectivement, dans le cadre, tu l'as bien dit, on est très accessible, et même pour d'autres questions, finalement, même dans le cadre de Francis Sport. C'est pas parce qu'on est des acteurs amateurs qu'on ne s'intéresse pas à l'ensemble des questions qui portent sur l'e-sport. Donc on s'y intéresse, forcément. Ça fait également partie de nos prérogatives. Donc nous sommes les points de contact si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je pourrais finir que, comme disait Clément, ça fait 25 ans, en tout cas que moi je fais ça. Je ne suis pas prêt de lâcher l'affaire, j'ai 45 ans aujourd'hui. Et dans tous les cas, les gens savent très bien qu'on est engagé et engageable. Écoutez, merci beaucoup Alexandre, merci Clément, c'était hyper intéressant. Maintenant, vous avez pu apprendre un peu plus sur la structuration amateur et un peu les enjeux des modèles économiques des associations e-sportives.
Et voilà, de toute façon, vous pouvez retrouver les informations donc, sur l'Union des associations e-sportives françaises. Même sur Francis Sport. Hein, et ouais, surtout. sur Francis Sport. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, du coup, Alexandre et Clément. Voilà, et encore une fois, c'est des thématiques nationales en partenariat ou coportées avec les institutions, le ministère des Sports particulièrement, et qui sont sous la vice-présidence de la structuration e-sport amateur française chez Francis Sport. Voilà. Donc Francis Sport, c'est la porte d'entrée. Les unions, enfin l'union de l'UAEF, on va dire que c'est le côté structuration amateur, mais qui est quand même membre de Francis Sport et qui défend ses valeurs chez Francis Sport. Donc Francis Sport, c'est la porte d'entrée dans tous les cas. Voilà. Merci bien Clément, merci Alexandre. Merci à toi Enki.